مزيان نحضروها بطريقه خاصه تاعنا. Cette bombe serait destinée à un pont stratégiquement important. Un engin artisanal mortel. Afin de causer un maximum de dégâts, l'artificier ajoute de la grenaille. Les matériaux qu'il utilise sont soit volés, soit achetés dans les boutiques locales. Ces combattants sont fiers de leur autosuffisance. En plus des cartouchières, ils confectionnent leurs uniformes. Ils affirment que leur rébellion est partie de rien, il y a 3 ans, sans l'aide d'aucun pays étranger. Ils ont installé leur centre de communication dans une autre maison sur les coteaux. Une infrastructure militaire sommaire, mais efficace. Sur les murs, les cartes indiquent le déploiement des troupes. Ils expédient leurs menaces de mort par fax, et l'ordinateur contient toutes les données de leur puissance militaire. C'est ici que l'armée islamique du salut dresse la liste des hommes qu'elle prévoit d'assassiner. Je dors très difficilement, très préoccupé, et je me réveille le matin extrêmement préoccupé, effectivement. Omar Belouchet fait partie des hommes à abattre. Obligé de déménager après avoir subi une tentative de meurtre, il réside désormais dans une zone protégée. Je vis dans une profonde solitude. C'est terrible à assumer. Donc je ne vois pas mes enfants, je les vois très irrégulièrement, je ne veux pas les mettre en danger. Belouchet est éditorialiste au journal El Watan. Dans ses articles, il condamne régulièrement la violence islamiste. En Algérie, plusieurs dizaines de journalistes ont déjà payé de leur vie pour leurs écrits. Chaque jour, Omar passe en voiture devant l'endroit où les intégristes ont tenté de le tuer. C'était un matin, alors qu'il déposait ses enfants près de leur école. C'est très dangereux de faire un petit documentaire et de sortir. On ne peut pas rester plus de 2 minutes. Hein. Moi, je l'ai vu venir, parce que là, je regardais mes enfants. Ma fille ne voulait pas fermer la porte, donc je me suis poussé pour tirer la porte. Et donc, j'ai vu une personne venir derrière moi. J'ai compris que c'était pour moi. Et elle venait en courant jusqu'ici. Elle a sorti son arme. Mais avant cela, j'avais déjà mis la première. J'avais commencé à partir. Donc, quand elle est arrivée ici, la voiture l'a bousculée. Et elle est partie. Elle a tiré sur la voiture. Elle n'a pas pu me toucher, parce que là, généralement, il tue les gens assis dans la voiture, en touchant la tête. Au siège du quotidien, les journalistes dissimulent leur visage. Très rares sont ceux qui ont leur carte de presse sur eux. Voilà. Donc il y a des lettres en arabe, en français. Des menaces de mort, Omar en a reçu des dizaines, par fax et par courrier. Les groupes armés ont prévenu, ceux qui les combattent par la plume mourront par le glaive. Et là, il y a une lettre avec ma photo. Et puis, tu vas rejoindre les ennemis du peuple algérien, Tahar, les Cherbourg, les athées. La preuve des juifs et sionistes vont vous honorer dès le mois prochain. Et là, ils disent le communisme est mort et enterré, et vous, vous êtes mort et vous serez enterré incessamment. Donc, je devais être tué il y a très longtemps. Je suis encore en vie, grâce à Dieu. L'intérieur d'une famille de classe moyenne à Alger.
Un cadre inattendu pour découvrir celui que la police accuse d'être à l'origine des listes noires de l'AIS. Salah Sidoum était un chirurgien prospère. Aujourd'hui, il vit sous la menace constante d'une arrestation. Il nie tenir de telles listes, mais claironne fièrement son islamisme. Craignant pour sa famille, il affirme que c'est la brutalité de l'État qui est le plus grand fléau. Je comprendrais peut-être un jeune dans la rue qui n'a reçu aucune éducation, qui n'a reçu aucune formation, qui a été frustré pendant toute sa vie, qui a son horizon bouché, qui prend les armes pour essayer de se venger. À la rigueur, je dirais, je ne l'approuve pas, mais je le comprendrai. Mais que des autorités, que l'État utilise la torture comme moyen de gestion politique, exécute des citoyens pour essayer de terroriser cette population, moi je trouve ça indécent. Le docteur Sidoum pratique encore de temps à autre. Selon la police, il soigne des intégristes blessés au combat. Convaincu que la guerre d'indépendance a trahi son objectif premier, à savoir la création d'un État arabisé et islamique, il a déclaré une deuxième guerre de libération. Il ne s'agit nullement d'une guerre civile. Il s'agit d'une véritable guerre qui se passe entre un peuple opprimé pendant 32 ans, privé de ses libertés, et un système dictatorial oppresseur. Voilà la réalité du problème. La lutte de l'Algérie pour l'indépendance dans les années 50 a duré près de 8 ans. Une guerre anticoloniale brutale et sauvage. Plus d'1 million d'Algériens sont morts dans les combats. Les atrocités ont été aussi bien le fait de l'armée française que du FLN. La torture était monnaie courante. Une culture de la violence qui s'est enracinée dans le pays. Durant plus d'un siècle de colonisation, la France avait imposé son mode de vie à côté d'une culture principalement arabe. Et les attitudes et traditions européennes ont subsisté longtemps après la fin de la présence française. La France est partie en 62, mais elle a laissé ses enfants ici. Elle a laissé ses enfants. Et ce sont eux qui ont gouverné l'Algérie sur tous les plans. Et qui ont occupé tous les postes stratégiques. Dans la sécurité relative des plages près d'Alger s'affichent les preuves de cette culture libérale tant abhorrée des militants islamistes. Cet endroit est un havre pour l'élite algérienne, qui préfère généralement les valeurs de l'Europe à celles de l'islam. Parfois, les deux traditions se côtoient. Nous sommes ici au quartier du Club des Pins, une enclave sûre où les personnes menacées ont emménagé et où elles vivent sous constante protection. Le régime y a fait amener 4000 bungalows transportables. Encore emballés, ils abriteront bientôt des familles de fonctionnaires habitant dans des quartiers où leur protection ne peut plus être assurée. Le pouvoir se bat le dos au mur, mais il est résolu à faire échec aux intégristes. En lieu sûr, un groupe de femmes se réunit clandestinement. Elles ont conscience que le principal enjeu de l'affrontement entre les deux cultures constitutives de la société algérienne, c'est précisément le statut de la femme. La plupart d'entre elles appartiennent à l'élite intellectuelle. Beaucoup ont vécu ou étudié en France. Elles ne représentent qu'un faible pourcentage de la population algérienne, mais des milliers d'autres femmes partagent leur angoisse. Hors la loi, en cachette. Quand on aura l'État islamique, on se ramènera sur la place publique, et puis, oui, et on nous décapitera donc légalement. Zazie Saadou est à la tête du groupe. Elle est connue des intégristes. Chaque jour, elle change de cachette. Je vous disais, ça fait plusieurs mois que je n'ai pas de maison, et je pense que pour plusieurs mois, je n'aurai pas de maison encore. Parce que je me fais le pari
que pour rester en vie, il faut que tous les jours, je côtoie la mort, mais que tous les jours, je la défie. Où je peux déposer mes affaires, me changer, prendre des affaires. Je vis mal. L'exercice au quotidien, c'est de rester en vie. Mais ce qui m'est le plus pénible, c'est de ne pas pouvoir aller où je veux. Ce qui m'est le plus pénible, c'est de me retenir quand j'ai envie d'aller voir ma mère, de me retenir. Ça, c'est dur. Zazie fait partie d'une alliance de plus en plus combative, qui estime qu'il ne faut en aucun cas transiger avec un islam intolérant. Une alliance qui